Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Afrique Média par Luc Michel, Boko Haram, relations Chine-Royaume-Uni et pour finir, actualité en France. Tout de suite, Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue-là, moi, je peux simplement penser qu'il y aura véritablement élection apaisée en Côte d'Ivoire que lorsque les Ivoiriens, notamment le président Gbagbo et les autres, reviendront en Côte d'Ivoire. C'est la seule condition pour qu'il y ait, après même Ouattara, n'est-ce pas, que la situation revienne véritablement au calme. Vous voyez, il y a un autre pays qui est quand même, qui nous est cher, c'est le Cameroun. Vous voyez bien qu'il n'y a jamais eu de discussion depuis la fin de l'indépendance, et malgré un certain nombre de choses. Vous voyez bien que chaque fois, les Camerounais sont quand même divisés, ne sont jamais véritablement d'accord. Et donc, ils ne peuvent pas avancer parce qu'effectivement, ils pensent qu'il y a le fondamental qui n'est pas résolu. Et c'est une paix des braves. Ce n'est pas une paix des cœurs qui est faite au Cameroun. Et donc, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. La paix des braves, Moubarak Yonja Ketchemen. Lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, orchestrée par l'oligarchie que nous connaissons, ils ont décidé et ils ont mis basta à ce genre d'effusion de sang. Les Africains sont rentrés dans ces guerres-là sans maîtriser ni d'Adam ni d'Ève, ni les tenants ni les aboutissants. Mais ce qu'ils ont au moins retenu, c'est que, comme disait un chanteur congolais, la guerre, ce n'est pas du tout bien. L'effusion de sang, ce n'est pas du tout bon. Mais est-ce que le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire, je vais dans le sens de l'expert dans ce studio, ça va sortir de ma bouche. Est-ce que la Côte d'Ivoire, représentée par Alassane, comme veut le présentateur, Dramane Ouattara, est-ce que ce monsieur sent le poids de la paix, le poids de la justice, le poids, ou alors il a atteint son objectif, il sera inscrit dans mon CV que j'ai dirigé un pays. Mais qu'est-ce que l'histoire va enseigner aux enfants en Afrique et beaucoup plus en Côte d'Ivoire? Sa présidence, il va laisser quoi comme n'est-ce pas, valeur? Voilà. Nous laissons nos biens à nos enfants. Qu'est-ce que Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens comme héritage, comme souvenir? C'est cette question-là qui doit sous-tendre et justifier ses propos pour que, ensemble, Ouattara, Bédié, Guillaume Kibefari Soro, etc., pense, et il pense sincèrement à la paix avec la Bible, le Coran et tous ces machins qu'on nous a apportés en Afrique pour que, enfin, la paix réelle et véritable exige et existe en Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Koudou-Bado. Voilà, merci Moubarak Yonja. Tout de suite, Afrique Média par Luc Michel. Afrique Média, c'est une grande famille, c'est une communauté, et évidemment, cette communauté était amputée d'une grosse partie d'elle-même, en étant privée des Camerounais. Je voudrais saluer particulièrement, parce qu'il faut quand même le dire, les institutions camerounaises, les hommes politiques qui ont compris qu'Afrique Média enrichissait le Cameroun et qu'au contraire, Afrique Média n'était pas là pour faire des problèmes. Il faut quand même le dire, avoir une grande télévision panafricaine comme Afrique Média au Cameroun, ça contribue au rayonnement du pays, à ce qu'on appelle en géopolitique le soft power, justement. Le Qatar a émergé avec Al Jazeera, et se priver d'Afrique Média, comme certains ont essayé de le faire, c'était évidemment une stupidité. Il y a des institutions au Cameroun qui ont de l'intelligence politique, ils l'ont compris, ils ont relancé une relation apaisée, je voulais la saluer. Je voulais dire une dernière chose, c'est que Afrique Média, c'est une télévision populaire. Lorsque je me déplace en Afrique, que ce soit au Tchad, que ce soit à Malabo, en Guinée équatoriale, que ce soit au Cameroun, on vient me saluer. Pendant des escales, même dans la lointaine Addis Abeba, on est venu dire, Monsieur Michel, on vous vient. Mais c'est aussi Afrique Média, c'est une source d'information pour les élites africaines. Je suis ici depuis de bonnes semaines à Malabo, et j'ai rencontré particulièrement une délégation de parlementaires, sénateurs et députés du Tchad et du Cameroun. C'était tous des téléspectateurs fidèles d'Afrique Média. J'ai vu des ambassadeurs, j'ai vu des représentants de la grande presse, j'ai vu des ministres évidemment. Tous ces gens regardent Afrique Média et saluent son combat et tous sont heureux, parce qu'ils me l'ont dit, de voir que cette brouille qui n'était pas notre fête au Cameroun se terminait. Donc je souhaite à tous un très bon débat.
Je sais que les téléspectateurs sont nombreux aujourd'hui. Évidemment, ils attendaient depuis longtemps d'émettre depuis Douala et Yaoundé. Et je voudrais surtout souhaiter un bon retour vis-à-vis à mes amis panélistes, des gens comme Patient Parfedom, etc. Parce que, évidemment, pendant 2 mois, ils m'ont manqué. Abonnez-moi à tous et continuons ensemble. Tout de suite, Boko Haram. La guerre, elle est difficile, elle est rude, mais elle est en train d'être gagnée par nos troupes, nos vaillantes troupes. Cela dit, pour répondre efficacement à votre question par rapport donc, à ces attaques kamikazes de Boko Haram, avant de donner les solutions, je voudrais d'abord qu'on définisse qui est Boko Haram et quels sont ses réels objectifs avant de proposer des solutions. Nous avons dit, comme le docteur Benicris l'a souligné, c'est la branche armée d'une organisation mondiale des combattants étrangers pour les intérêts des multinationales. Que eux appellent officiellement l'OEI, mais nous appelons l'OMCMO, Organisation mondiale des combattants étrangers pour les intérêts des multinationales. Boko Haram donc est la branche de l'OEI en Afrique. C'est pour ça qu'on dit ex-Boko Haram qui devient donc l'organisation de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Je m'insurge contre le mot islamiste. Ce n'est pas une secte islamiste. Ces gars qui sont dans cette secte-là ne connaissent pas l'islam. Je m'insurge contre ce mot-là. C'est une secte terroriste qui est aux mains des multinationales occidentales pour le pillage des ressources pétrolières du golfe de Guinée, donc y compris dans le Cameroun. Leurs objectifs réels, c'est de mettre la pression sur nos institutions pour que nos richesses leur soient bradées. Ou, si cela n'est pas le cas, éjecter carrément ces chefs d'État du pouvoir pour les substituer par des marionnettes, par des pantins qui seront portés à bout de bras par cette communauté internationale et qui va donc leur brader nos ressources. C'est le deuxième objectif. Si cela ne marche pas, il faut créer un chaos organisé qui va susciter à l'intention du monde l'urgence d'envoi d'une force multinationale sous l'appellation de casque bleu qui viendra sur le sol, sur nos sols, et qui va constituer une troisième armée. Voyez-vous, nous aurons 3 armées. Pourquoi? Parce que, d'une part, nous aurons l'armée régulière qui sera là en train de protéger le régime vacillant. D'autre part, cette secte terroriste, Boko Haram, qui va constituer la deuxième armée et qui va donc justifier la présence de la troisième armée, qui est donc les casques bleus. Et les casques bleus seront là pour sécuriser les sites pétroliers, pour protéger les multinationales qui ont armé ces sectes pour enfin dépouiller nos richesses. Voilà les objectifs réels de Boko Haram. Maintenant, pour parler de solutions. Pour moi, la solution pour moi, c'est d'abord la sensibilisation de la population pour qu'elle puisse isoler les forces endogènes. Voyez-vous, ces multinationales occidentales ne viendront pas chez nous avec leur peau blanche pour nous faire la guerre. Ils vont toujours se servir de leurs alliés qui sont les ONG de droits de l'homme, qui sont certains partis politiques d'opposition fantoche, les bases militaires étrangères, les médias mensongers, qui sont des forces qui constituent, certaines, bien évidemment, certains membres des partis qui sont aussi au pouvoir, qui sont les forces endogènes. Donc, il faut isoler ces forces endogènes en disant à la population de ne pas suivre leur mot d'ordre. Je finis en disant que pour la dernière solution, il faut créer les emplois pour que cette jeunesse se sente intégrée. Créer les emplois, je vous dis et je vous le dirai toujours, la création des emplois passera par la création d'une nouvelle monnaie. Tout de suite, relation Chine-Royaume-Uni. Ces 55 dernières années, la relation sino-britannique a connu une évolution rapide.
En 1950, la Grande-Bretagne a été le premier grand pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine. Ceci a été suivi en 1954 par l'établissement de relations diplomatiques au niveau de chargé d'affaires, qui a progressivement monté en gamme pour atteindre le niveau d'ambassadeur en 1972. Les 3 décennies suivantes ont vu des hauts et des bas. Avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, un obstacle majeur a été levé et, en 1998, les premiers ministres Zhu Rongji et Tony Blair se sont rendus mutuellement visite. En mai 2004, le Premier ministre Wen Jiabao a effectué une visite officielle au Royaume-Uni pour annoncer l'établissement d'un partenariat stratégique complet. Aux côtés de Tony Blair, Wen Jiabao a déclaré qu'un respect mutuel, l'égalité et les bénéfices mutuels guideraient la relation sino-britannique vers une situation gagnant-gagnant. En amenant leurs relations à un nouveau niveau, les 2 pays ont instauré une rencontre annuelle des chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères. Par ailleurs, la communication entre les 2 pays a été renforcée via la Commission commune économique et commerciale et via le forum Chine-Royaume-Uni. Les années qui ont suivi ont témoigné d'une coopération croissante sur plusieurs questions d'intérêt international et bilatéral. Stratégie sécuritaire, commerce et investissement, énergie, technologie, éducation et protection de l'environnement. Les dernières années ont également vu la Grande-Bretagne devenir le premier grand pays occidental à rejoindre la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et à devenir un acteur majeur de l'initiative « Une ceinture, une route ». Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les 2 pays comptent bien entrer dans l'âge d'or de leurs relations. Et pour finir, actualité en France. Édition politique, plus c'est gros, plus ça passe. Le Parti socialiste se déclare grand vainqueur au lendemain de son propre référendum. Le scrutin organisé par le secrétaire général du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a renoué avec les premiers amours de cet ancien militant du syndicat étudiant trotskiste UNEF. Tous les travers d'un scrutin universitaire ont été réunis. Opacité, manipulation et tricherie. Imaginé par Julien Drey, ce référendum au relent de plébiscite soviétique est une véritable réussite en apparence, puisque 89% des 250 000 votants se sont prononcés en faveur de l'union de la gauche. Eh bien, c'est un succès. 251 327 votants, dont point sur urne 135 027, site internet 116 300. C'est le top, pas le flop. Derrière les hurrahs de la victoire se cache cependant une réalité moins utopique pour le parti à la rose. En effet, de nombreuses fraudes ont été constatées, fraudes que le Parti socialiste s'est empressé de minimiser. Indépendamment des journalistes facétieux qui ont essayé de démontrer qu'il était possible de faire plusieurs votes, nous avons constaté hier qu'une petite dizaine de votes avaient usurpé des adresses e-mail et des identités électroniques. Et donc, nous avons décidé de porter plainte pour faux, usage de faux et utilisation d'identité. Nous avons trouvé une procédure extrêmement simple. Nous garderons un vote par adresse e-mail. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Vote électronique sans système de sécurité, possibilité de vote multiple et dépouillement opaque sont autant d'exemples du déroulement réel du scrutin. Jean-Christophe Cambadélis ne se démonte pas pour autant. Pour lui, la victoire est totale et s'est accompagné de son nouveau camarade Jean-Vincent Placé qu'il s'est affiché pendant le vote. Tentant de donner une image de rassemblement, le secrétaire général du parti essaye coûte que coûte de faire croire en une dynamique de rassemblement à gauche. Et c'est dans ce contexte que Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste, a lancé sa nouvelle formation, l'UDE, l'Union des démocrates et écologistes. Un micro-parti créé à partir d'autres micro-partis d'anciens écologistes, le Front démocrate de Jean-Luc Benamias et le parti écologiste du député François de Rugy. Ces petits ralliements d'écologistes candidats pour un ministère ne devraient pas empêcher la déroute annoncée aux élections régionales. Dans un mois et demi, Jean-Christophe Cambadélis devra expliquer comment la gauche a perdu une partie de ses régions. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.